tant de bienveillance eût détourné des certitudes, et Morel n'avait pas même de soupçons. « Mais enfin, monsieur de Villefort, dit-il, quel conseil me donneriez-vous qui hâta le retour du pauvre Dantès ?»« Un seul, monsieur. Faites une pétition au ministre de la Justice. »« Oh, monsieur, nous savons ce que c'est que les pétitions. Le ministre en reçoit 200 par jour et n'en lit point 4. »« Oui, reprit Villefort, mais il lira une pétition envoyée par moi, apostillée par moi, adressée directement par moi. »« Et vous vous chargeriez de faire parvenir cette pétition, monsieur ? » ?»« Avec le plus grand plaisir. Dantès pouvait être coupable alors, mais il est innocent aujourd'hui. Et il est de mon devoir de faire rendre la liberté à celui qu'il a été de mon devoir de faire mettre en prison. » Villefort prévenait ainsi le danger d'une enquête peu probable, mais possible. Enquête qui le perdait sans ressources. « Mais comment écrit-on au ministre ?»« Mettez-vous là, monsieur Morel, dit Villefort, en cédant sa place à l'armateur. Je vais vous dicter. »« Vous auriez cette bonté ?»« Sans doute. Ne perdons pas de temps. Nous n'en avons déjà que trop perdu. Ah oui, monsieur, songeons que le pauvre garçon attend, souffre et se désespère peut-être. » Villefort frissonna à l'idée de ce prisonnier le maudissant dans le silence et l'obscurité. Mais il était engagé trop avant pour reculer. Dantès devait être brisé entre les rouages de son ambition. « J'attends, monsieur, » dit l'armateur assis dans le fauteuil de Villefort et une plume à la main. Villefort alors dicta une demande dans laquelle, dans un but excellent, il n'y avait point à en douter, il exagérait le patriotisme de Dantès et les services rendus par lui à la cause bonapartiste. Dans cette demande, Dantès était devenu un des agents les plus actifs du retour de Napoléon. Il était évident qu'en voyant une pareille pièce, le ministre devait faire justice à l'instant même, si justice n'était point faite déjà. La pétition terminée, Villefort la relut à haute voix. « C'est cela, dit-il, et maintenant reposez-vous sur moi. »« Et la pétition partira bientôt, monsieur ? » ?»« Aujourd'hui même. »« Apostillée par vous. » »« La meilleure apostille que je puisse mettre, monsieur, est de certifier véritable tout ce que vous dites dans cette demande. » Et Villefort s'assit à son tour, et sur un coin de la pétition appliqua son certificat. « Et maintenant, monsieur, que faut-il faire » demanda Morel. « Attendre, » reprit Villefort. « Je réponds de tout. » Cette assurance rendit l'espoir à Morel. Il quitta le substitut du procureur du roi, enchanté de lui, et alla annoncer au vieux père de Dantès qu'il ne tarderait pas à revoir son fils. Quant à Villefort, au lieu de l'envoyer à Paris, il conserva précieusement entre ses mains cette demande qui, pour sauver Dantès dans le présent, le compromettait si effroyablement dans l'avenir, en supposant une chose que l'aspect de l'Europe et la tournure des événements permettaient déjà de supposer, c'est-à-dire une seconde restauration. Dantès demeura donc prisonnier. Perdu dans les profondeurs de son cachot, il n'entendit point le bruit formidable de la chute du trône de Louis XVIII et celui plus épouvantable encore de l'écroulement de l'Empire. Mais Villefort, lui, avait tout suivi d'un œil vigilant, tout écouté d'une oreille attentive. 2 fois, pendant cette courte apparition impériale que l'on appela les 100 jours, Morel était revenu à la charge, insistant toujours pour la liberté de Dantès, et chaque fois Villefort l'avait calmé par des promesses et des espérances. Enfin Waterloo arriva. Morel ne reparut pas chez Villefort. L'armateur avait fait pour son jeune ami tout ce qu'il était humainement possible de faire. Essayer de nouvelles tentatives sous cette seconde restauration était se compromettre inutilement. Louis XVIII remonta sur le trône. Villefort, pour qui Marseille était plein de souvenirs devenus pour lui des remords, demanda et obtint la place de procureur du roi vacante à Toulouse. 15 jours après son installation dans sa nouvelle résidence, il épousa mademoiselle Renée de Saint-Méran, dont le père était mieux en cour que jamais. Voilà comment Dantès, pendant les 100 jours et après Waterloo, demeura sous les verrous, oublié sinon des hommes, au moins de Dieu. Danglars comprit toute la portée du coup dont il avait frappé Dantès en voyant revenir Napoléon en France. Sa dénonciation avait touché juste, et comme tous les hommes d'une certaine portée pour le crime et d'une moyenne intelligence pour la vie ordinaire, il appela cette coïncidence bizarre un décret de la Providence. Mais quand Napoléon fut de retour à Paris, et que sa voix retentit de nouveau impérieuse et puissante, Danglars eut peur.
À chaque instant, il s'attendit à voir reparaître Dantès, Dantès sachant tout, Dantès menaçant et fort pour toutes les vengeances. Alors il manifesta à M. Morel le désir de quitter le service de mer, et se fit recommander par lui à un négociant espagnol, chez lequel il entra comme commis d'ordre vers la fin de mars, c'est-à-dire 10 ou 12 jours après la rentrée de Napoléon aux Tuileries. Il partit donc pour Madrid, et l'on n'entendit plus parler de lui. Fernand, lui, ne comprit rien. Dantès était absent, c'était tout ce qu'il lui fallait. Qu'était-il devenu, il ne chercha point à le savoir. Seulement, pendant tout le répit que lui donnait son absence, il s'ingénia, parti à abuser Mercédès sur les motifs de cette absence, parti à méditer des plans d'émigration et d'enlèvement. De temps en temps aussi, et c'étaient les heures sombres de sa vie, il s'asseyait sur la pointe du cap Faro, de cet endroit où l'on distingue à la fois Marseille et le village des Catalans, regardant, triste et immobile comme un oiseau de proie, s'il ne verrait point par l'une de ces deux routes revenir le beau jeune homme à la démarche libre, à la tête haute, qui, pour lui aussi, était devenu le messager d'une rude vengeance. Alors le dessein de Fernand était arrêté. Il cassait la tête de Dantès d'un coup de fusil, et se tuait après, se disait-il à lui-même, pour colorer son assassinat. Mais Fernand s'abusait. Cet homme-là ne se fut jamais tué, car il espérait toujours. Sur ces entrefaites, et parmi tant de fluctuations douloureuses, l'Empire appela un dernier banc de soldats, et tout ce qu'il y avait d'hommes en état de porter les armes s'élança hors de France, à la voix retentissante de l'empereur. Fernand partit comme les autres, quittant sa cabane et Mercédès, et rongé de cette sombre et terrible pensée que, derrière lui, peut-être, son rival allait revenir et épouser celle qu'il aimait. Si Fernand avait jamais dû se tuer, c'était en quittant Mercédès qu'il l'eût fait. Ses attentions pour Mercédès, la pitié qu'il paraissait donner à son malheur, le soin qu'il prenait d'aller au-devant de ses moindres désirs, avaient produit l'effet que produisent toujours sur les cœurs généreux les apparences du dévouement. Mercédès avait toujours aimé Fernand d'amitié. Son amitié s'augmenta pour lui d'un nouveau sentiment, la reconnaissance. « Mon frère, dit-elle en attachant le sac du conscrit sur les épaules du Catalan, « mon frère, mon seul ami, ne vous faites pas tuer, ne me laissez pas seul dans ce monde où je pleure et où je serai seul dès que vous n'y serez plus. » Ces paroles, dites au moment du départ, rendirent quelque espoir à Fernand. Si Dantès ne revenait pas, Mercédès pourrait donc un jour être à lui. Mercédès resta seule sur cette terre nue qui ne lui avait jamais paru si aride et avec la mer immense pour horizon. Toute baignée de pleurs, comme cette folle dont on nous raconte la douloureuse histoire, on la voyait errer sans cesse autour du petit village des Catalans, tantôt s'arrêtant sous le soleil ardent du midi, debout, immobile, muette comme une statue et regardant Marseille, tantôt assise au bord du rivage, écoutant ce gémissement de la mer, éternel comme sa douleur, et se demandant sans cesse s'il ne valait pas mieux se pencher en avant, se laisser aller à son propre poids, ouvrir l'abîme et s'y engloutir, que de souffrir ainsi toutes ces cruelles alternatives d'une attente sans espérance. Ce ne fut pas le courage qui manqua à Mercédès pour accomplir ce projet, ce fut la religion qui lui vint en aide et qui la sauva du suicide. Caderousse fut appelé comme Fernand. Seulement, comme il avait 8 ans de plus que le Catalan et qu'il était marié, il ne fit partie que du 3e banc et fut envoyé sur les côtes. Le vieux Dantès, qui n'était plus soutenu que par l'espoir, perdit l'espoir à la chute de l'empereur. 5 mois jour pour jour après avoir été séparé de son fils, et presque à la même heure où il avait été arrêté, il rendit le dernier soupir entre les bras de Mercédès. M. Morel pourvut à tous les frais de son enterrement et paya les pauvres petites dettes que le vieillard avait faites pendant sa maladie. Il y avait plus que de la bienfaisance à agir ainsi. Il y avait du courage. Le Midi était en feu, et secourir même à son lit de mort le père d'un bonapartiste aussi dangereux que Dantès était un crime.